Je vous avais promis de faire une FAQ pour les 300 000, abonnés. Donc une fois encore, d'abord, je tiens à vous remercier du fond du cœur, parce qu'en fait, ces 300 000 abonnés, c'est grâce à vous, tout simplement, et grâce à votre présence et au fait qu'on soit vraiment branché sur exactement la même longueur d'onde. Alors, on vous a sollicité pour savoir quelles sont les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Donc je vais faire au mieux de répondre à un maximum de questions. Mais vraiment, vraiment merci. Merci de faire partie de ma vie, merci de faire partie de cette communauté, merci de faire connaître cette chaîne aussi, parce que c'est aussi grâce à vous. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui la recommandent, et que j'ai reçu vraiment des messages très sympathiques de personnes qui me disent, vous savez, on m'a recommandé votre chaîne, et depuis qu'on l'a fait, j'ai compris qu'on m'aimait. Voilà, donc c'est top. Alors, si vous voulez bien, on démarre, ok. Félicitations pour les 300 000, merci. Que faisais-tu avant d'être coach? Quel a été ton premier métier? Alors, il y a toujours une période où, pour payer une partie de mes études et investir dans les formations que j'avais envie, j'ai vendu. J'étais un vendeur. Parce que j'avais une belle capacité d'écoute, et que c'était aussi un métier que je pouvais organiser tout en m'investissant dans des formations ou dans mes études. Donc la vente, j'aime beaucoup la vente. Voilà, parce que je trouve que c'est un métier qui est noble, c'est un métier très intéressant, et c'est un métier qu'on peut faire avec une telle éthique. Voilà. Après, j'ai aussi travaillé dans un cabinet de psychosexologie, parce que j'ai une spécialisation en psychosexo, et je collaborais avec ce cabinet avant de coacher dans l'univers du sport de haut niveau. Voilà. Ça, c'est pour le métier d'avant, mais j'ai toujours été comme ça dans les métiers de l'accompagnement, dès le départ, en tout cas. Qu'en est-il de ton genou et ton séjour à l'hôpital? Rien de grave, j'espère. Mon séjour à l'hôpital a été très particulier, parce que c'était pendant une fête religieuse ici en Israël. Et vous savez, ici, les fêtes religieuses sont extrêmement respectées. Donc je me suis retrouvé en plein milieu de la nuit dans un hôpital qui est l'un des hôpitaux les plus avancés au monde, qui s'appelle Hadassah. C'est l'un des plus grands hôpitaux de recherche aussi. D'ailleurs, ils sont en train de mettre en place des recherches en collaboration avec cet hôpital, l'université qui va avec. Et en décembre, ils proposeront vraisemblablement un traitement pour le corona. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin. Mais c'est ce qui me semble être une solution. Pas la vaccination, mais le traitement. Et voilà, donc, je sais pas, on devait être 4 là-bas. L'ambiance, ça faisait rappeler un peu Walking Dead. Malgré que nous étions 4, je suis quand même resté 5 heures là-bas sur place. J'ai vraiment souffert. Maintenant, mon genou va beaucoup mieux, parce que j'ai trouvé le bon spécialiste qui s'est bien occupé de moi. Et bon, j'ai le droit à des petites ponctions, des choses comme ça, c'est assez douloureux. Mais le genou va beaucoup mieux, et j'ai repris le kickboxing ce matin. Alors, je n'ai pas travaillé avec ma jambe droite, je travaille avec ma jambe gauche. Donc, ça reste fragile. Mais par contre, vous savez, ce qui est important, c'est que j'ai pu aussi entraîner tout le reste du corps. C'est pas parce qu'il y a une partie de vous qui ne fonctionne pas que vous ne pouvez pas travailler le reste. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Fais-tu encore du coaching individuel? Oui, j'ai gardé des clients emblématiques que je suis depuis des années, que ce sont souvent des clients corporate ou des personnes connues. J'ai un volant d'une dizaine de clients, mais je peux plus prendre de coaching à nouveau individuel, parce que j'en ai pas le temps, et que faire le suivi est extrêmement compliqué pour moi. Donc voilà, je regarde mes questions, pardon. Et voilà, donc par nature, c'est assez contraignant, mais je fais toujours du coaching individuel. C'est aussi important de faire du coaching individuel, parce que ça nous permet aussi de garder les pieds sur terre. Parce que quand on enseigne le métier de coach, on pourrait croire qu'on a la panacée, voilà. Et puis aussi, toutes mes nouvelles recherches en neurosciences sur les outils que j'utilise avec mes clients avant de les enseigner à mes élèves. Voilà. D'abord, bravo pour les 300 000.
Il est vrai que tu as divorcé 2 fois. C'est vrai, j'ai divorcé 2 fois. La première fois, je suis marié à 20 ans. J'ai divorcé à 20 ans et demi. Je crois que c'est une vraie prouesse dans la famille. Et puis la deuxième fois, j'ai divorcé après 7 ans de mariage de la mère de mes 2 enfants. Voilà. Et j'ai beaucoup appris de ces 2 divorces. Vraiment. Mais oui, c'est vrai, j'ai divorcé 2 fois. Mais maintenant, comme je dis toujours, vous savez, j'ai pas divorcé parce que je devais divorcer. J'ai divorcé parce que j'avais besoin d'alimenter des histoires pour cette chaîne YouTube. Sinon, j'aurais pas divorcé. Vous vous doutez bien. Mais ouais, j'ai divorcé 2 fois. Aventure particulière. Passage douloureux, mais passage nécessaire aussi. Voilà. Moi, je fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut aller jusqu'au bout et d'avoir un couple qui se massacre et qui fonctionne plus. Je pense que c'est peut-être ok parfois dans une vie, il y a une séparation. Par contre, elle doit toujours se faire avec élégance et classe. Ça, c'est important. Voilà, autant que faire se peut. Pas de question, mais peux-tu me montrer Kate, s'il te plaît? Eh ben Kate, elle est là, voilà, elle est en train de dormir. Voilà, ça c'est Kate. Elle est juste là. Et Lou qui est toujours derrière, parce que Lou, en fait, c'est une glu. Vous devez savoir que Lou, elle ne me quitte jamais. Alors, est-ce que c'est lié à son histoire? Sûrement. Mais Lou a cette particularité, c'est que elle a très peur d'être abandonnée, elle a très peur d'être seule. Elle déteste être seule. Donc, par exemple, là où je dors, Lou, elle dort juste en dessous de moi. Si je me lève la nuit, ce qui m'arrive assez fréquemment pour penser ou pour des choses comme ça, et que je viens ici, là, eh ben Lou viendra toujours avec moi. Lou, elle ne peut pas être séparée de moi. C'est, voilà. Je la soupçonne de croire que c'est ma meuf. Tu pas ma meuf, tu ma fille. Mais je t'aime quand même. Mais j'ai vraiment la chance d'avoir 2 chiennes fantastiques. Kate, c'est une chienne merveilleuse. Kate, c'est l'incarnation de la chienne parfaite. Voilà aussi. Elle est douce, elle est sympathique. Kate ne vous aime pas de la même façon. C'est rigolo d'ailleurs de voir que les animaux ont des tempéraments aussi et des modes de fonctionnement extrêmement différents. Kate, c'est un gros nounours, même si c'est un chien qui pourrait être un chien très dangereux, parce que les Akitas sont réputés pour être très dangereux. Voilà. Et certains le sont. Mais quand c'est éduqué que dans l'amour, et ben, ça devient le chien le plus intelligent, le plus fidèle. Mais c'est pas un chien avec lequel vous jouez avec la baballe, par exemple. Quand je vais à la plage, Kate, elle va aller dans l'eau, elle va se poser et elle regarde les chiens, les animaux. Lou, elle va foutre le bordel, elle va aller voir tout le monde. Voilà. Peut-être parce que Kate, elle vient de Neuilly et que Lou vient d'Israël. Peut-être que c'est pour ça aussi. Mais les deux sont toujours présentes dans mon cœur, toujours présentes. Et chose particulière qui est intéressante, c'est que Kate a développé aussi la même difficulté que moi au niveau tendineux, au niveau du genou droit. Elle va se faire opérer. Donc, est-ce que c'est elle qui m'a transmis ou est-ce que c'est moi? Mais en tout cas, on partage le même destin, tous les deux. Un film qui te fait pleurer. Alors écoutez-moi, c'est très difficile de répondre à ça. Parce que, alors moi, vous me voyez souvent en mode boxeur, en mode kickboxer, machin. Mais j'ai la larme facile, en fait. Il faut vraiment que vous sachiez. Je suis une pleureuse. Voilà. C'est-à-dire que si tu mets un film avec une scène attendrissante, je peux facilement lâcher la larmichette. Il y a plein de films qui m'ont fait pleurer. Plein. Ce qui me fait surtout pleurer, c'est les scènes qui me touchent beaucoup entre les relations parents-enfants. Ça me touche particulièrement. Voilà. Donc, je peux pas donner un film parce qu'il y en aurait trop. Mais je suis bon public. Moi, je rigole facilement dans un film, mais je pleure aussi facilement. Voilà. Alors, que penses-tu des coachs qui se lèvent à 4h du matin, faisant 3 heures de sport par jour, entre 2 avions, et qui, bien sûr, te promettent une grande aisance financière tout en restant chez soi? Écoute, no comment. Je sais pas si c'est toujours vrai. Parce que quand on regarde ça, ça ressemble à des machines. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est de montrer, de faire croire que
nous sommes des surhommes, nous les coachs. Et ben moi, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais faire du sport régulièrement, mais j'ai toujours des problèmes de motivation, parfois. Il y a des choses que j'ai pas envie de faire. Et ces coachs robots, là, moi, ça m'attire pas du tout. Et puis après, il y a une espèce de fonction inaccessible que j'aime pas. Après, en ce qui concerne ces coachs qui étalent leur argent, tout ça, je trouve que c'est profondément irrespectueux. Je suis pas contre le fait de gagner de l'argent, pas du tout, au contraire. J'aime bien gagner de l'argent et très bien gagner ma vie. Mais on a un public, on a des personnes qui ont du mal à finir leur fin de mois, et je trouve ça... voilà, enfin, vous l'aurez compris. Je trouve pas ça sain et décent d'étaler tout ce pognon. Je trouve pas ça cool. Et je trouve pas ça honnête, en fait. Parce que je suis pas sûr que ce soit toujours vrai. Voilà. Ces personnes qui disent qu'ils voyagent en jet mais qui n'en ont pas, vas-y, redescends sur Terre. Et le but, c'est pas d'être riche comme Crésus et d'être... L'essentiel, c'est d'avoir une véritable intelligence financière, de pouvoir bien vivre, de pouvoir s'offrir des cadeaux, faire plaisir aux personnes qu'on aime, financer les études de nos enfants, pouvoir préparer sa retraite, parce qu'elle arrive pour tout le monde. Mais voilà, ces gens qui explosent avec leur richesse personnelle, franchement, ça m'impressionne pas du tout. Ça m'attire pas du tout non plus, et je suis sûr qu'une grande partie d'eux sont fake. Voilà. Donc, voilà ce que j'en pense. Un plaisir coupable en cuisine. Perso, ce sont les crêpes. Écoute, moi j'ai un problème, c'est que j'adore les bonbons. Ah non, mais alors j'ai un petit truc tout particulier pour les choupa choups. Voilà. Mais j'aime beaucoup les bonbons. C'est lié à mon enfance. J'avais un grand frère qui était représentant chez l'Ami Lutti quand j'étais petit. Et il nous ramenait, vous savez, les gros paquets de bonbons que vous aviez dans les boulangeries. Bah, comme il était représentant là-dedans, régulièrement il nous apportait. Donc on a grandi avec ça pendant quelques années, particulièrement au moment où t'es petit, que t'aimes ces choses-là. Donc moi j'aime bien les bonbons. Je suis pas gâteau au chocolat, je suis pas chocolat du tout, très peu, à part si ça va être en bonbons et un chocolat au lait. Voilà. As-tu des enfants ? Oui, j'ai des enfants. Alors, j'en ai 4 enfants, parce que j'ai conçu 2 enfants, j'en ai élevé 4, et tous, je les aime de la même façon, c'est ma vie. Je suis très fier parce que notre fils s'est marié, on a marié une de nos filles là dernièrement, voilà. J'ai un deuxième fils qui fait une école de cuisine, école pour devenir chef. Et j'ai mon petit dernier qui démarre une école dans l'univers informatique pour faire tout ce qui est codage, tout ça. Et puis ma fille, Chani, qui elle est rentrée en 4e année d'école de commerce dans l'école supérieure de publicité. Voilà. Donc je suis très 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 fier de tous mes enfants. Ils cartonnent, des belles personnes avec des valeurs fantastiques. Franchement, je vous souhaite à tous d'avoir des enfants comme les miens. Et j'ai appris à grandir avec eux, à travers mes erreurs, à travers des choses. Mais mes enfants m'ont beaucoup appris. Beaucoup. Peut-être sûrement plus que ce que je leur ai transmis. Beaucoup de personnes sur YouTube, notamment des coachs, parlent de l'après-Covid et du grand reset qui est en train d'arriver. Quelle est ta position par rapport à ça ? Écoutez, le grand reset, je suis pas sûr qu'il soit là tout de suite. Et je pense que je vois pas de grand reset. Moi, je vois plus quelque chose qui va s'installer sur la durée. Dans l'entrée du Covid, dans la façon dont on a perçu les choses avec les confinements et tout ça, de mémoire de jeunes étudiants, ça me rappelait les guerres. Et je m'étais dit, vous savez, toutes les générations, nos parents, nos grands-parents, ils ont eu des guerres et ça a toujours duré entre 4 et 5 ans. Soyons clairs que le Covid, ça durera entre 4 et 5 ans. Il faut rentrer dans cette logique-là. Et que la sortie Covid, elle va se faire de façon progressive. On n'est pas à l'abri qu'il n'y ait pas une nouvelle création, qu'un pangolin couche cette fois-ci avec un crocodile. Parce qu'apparemment, le pangolin, il est assez open space au niveau de sa sexualité.
Donc j'en sais rien, mais le grand reset, j'y crois pas du tout. D'abord parce que l'évolution humaine par rapport aux stratégies de changement, elle est toujours progressive, elle est jamais radicale. Donc je vois pas l'être humain faire un très grand reset. Donc je n'y crois pas. Peux-tu faire une semaine sans téléphone? Bah non. Non. Je fais déjà un jour par semaine, je trouve ça exceptionnel. Voilà. Comme vous le savez, je suis de confession juive, donc et je fais Shabbat. Et Shabbat, on ne touche pas ni les ordinateurs, ni les iPads, ni les téléphones. Donc, et c'est une tradition que j'adore, parce que franchement, ça me permet justement de faire moi mon reset chaque semaine. Mais t'as pas besoin de te séparer de ton téléphone pendant une semaine, en fait, en vrai. Je n'en verrais pas l'intérêt. Sauf si je devais partir faire Koh-Lanta et qu'on me l'impose. Ce que je ne pense pas que je ferais. Voilà, parce que quand je les vois galérer, les pauvres, à bouffer des vers et à dormir comme je ne sais pas quoi, ça donne pas envie. Non, une semaine, je ne me passerai pas de mon téléphone pendant une semaine. Voilà, je pense pas. S'il fallait le faire, je n'ai pas le choix, je le fais. Mais je ne vois pas l'intérêt. Par contre, je vous recommande de le faire pendant une journée, au moins une fois par semaine. Ça, par contre, je le recommande. Alors, iPhone ou Samsung? Ouais, alors ça, c'est quoi? C'est une guerre à la maison. Ma femme, elle est iPhone, moi, je suis Samsung. Alors, j'étais très iPhone jusqu'au décès de Steve Jobs. Alors, je vous explique pas parce qu'il est parti. C'est que il portait tellement de projets qu'aujourd'hui, je trouve que les innovations chez iPhone sont ridicules. Je trouve qu'on est trop maqué avec iPhone. Je trouve ça de plus en plus compliqué à utiliser, faire des transferts de vidéos. Et voilà, moi comme j'ai une valeur qui est la liberté, qui est très importante chez moi, je me suis plus senti du tout libre avec iPhone. Du coup, je suis passé sur Samsung et j'ai surkiffé. Je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation. Alors une fois encore, tous les produits sont pas parfaits, hein, mais voilà. Donc la dernière fois, je suis parti sur le dernier Galaxy Fold 3, qui est un très bon produit que j'utilise. Voilà, c'est un mini iPad aussi. Et voilà. Il y a toujours des avantages et des inconvénients sur tous les nouveaux téléphones, mais franchement, moi je suis plus Samsung qu'iPhone. Et puis Samsung, quand on maîtrise un petit peu, on peut rentrer plus dans les détails de l'organisation, et ça je préfère. En tout cas, je trouve que j'ai plus de liberté. La seule chose que je regretterais peut-être chez Samsung, c'est qu'apparemment, on a un défaut de sécurité, parce qu'iPhone est plus sécurisé, mais en même temps, vous savez quoi, c'est pas comme si j'étais un agent secret, donc pas grand-chose à cacher. Est-ce qu'un coach peut remplacer un psy? Bah non, et puis c'est pas le but, chacun son métier. Le psy va plus travailler sur... c'est toujours un peu ce que j'explique, là. La différence entre un psychologue et un coach est la même qu'entre un garagiste et une auto-école. Si ta voiture, elle fonctionne plus, tu vas aller voir un garagiste qui va faire un diagnostic sur la façon dont tu as opéré dans ton passé. Est-ce que tu as conduit sans huile? Est-ce que tu as bien changé tes freins au bon moment? Est-ce que tu mettais de l'eau dans ton moteur? Bref, on va faire un diagnostic, mais par rapport à un regard qui est celui du passé. Okay, ça, c'est ce que va faire un psy. Okay, un coach, lui, c'est plus l'école de pilotage. C'est-à-dire que ma voiture, elle fonctionne, mais il faut que j'optimise ses performances pour que je puisse utiliser tout le potentiel de cette voiture, mais en toutes circonstances, même sur route glissante. Et ça me va bien. Donc, le but n'est pas de les opposer. Le but, c'est de dire que chacun répond à des besoins qui sont différents, mais qui sont tout à fait complémentaires. Voilà. Donc, voilà. Pour ou contre les nouveaux gourous, coach life de YouTube, doit-on s'en méfier? Bon, je crois pas. Pour beaucoup, je pourrais être un de ces gourous. Voilà. Vous savez, il faut arrêter de croire que nous avons un pouvoir tout puissant. Je pense que chacun a aussi une part de libre arbitre, et vous avez aussi à développer votre conscience. Maintenant, je pense que les personnes qui œuvrent sur YouTube aujourd'hui sont aussi des personnes qui peuvent ouvrir les consciences, et c'est à vous de faire le choix dans la qualité qui est proposée à travers les discours, à travers l'honnêteté, et puis écoutez, faites confiance à votre intuition aussi, quoi. Voilà. Donc non, ne vous en méfiez pas.
soyez vigilants. Méfiez-vous à partir du moment où on vous demande trop d'argent et que en retour, vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous savez, par exemple, ma chaîne YouTube, c'est aussi quelque part mon fonds de commerce. C'est-à-dire que dans le temps, peut-être que j'aurais eu un magasin. Aujourd'hui, ma aventure, c'est YouTube. C'est-à-dire que les personnes me connaissent grâce à ça. Soyons clairs que c'est mon fonds de commerce. Maintenant, si le servir que tu apportes, il est excellent, et que quand tu proposes un produit à des personnes et que tu dis, voilà, écoute, si vraiment tu es intéressé par ce sujet, on peut aller beaucoup plus loin, mais de façon spécialisée. Mais que ce que tu apportes est une très très grande qualité, et qu'il y a un super rapport qualité-prix, ça va. Maintenant, les mecs, ils vont prendre des sommes d'argent pour pas grand-chose. Ouais, barrez-vous vite, quoi. Vraiment. Mais bon, c'est à vous aussi de développer cette lucidité, cette conscience, et puis d'aller voir. Aller voir, pas une personne, mais plusieurs, et revenir à celle qui vous convient le mieux. Combien de points sur le permis ? Très bonne question. Alors, en France, je pense que je devrais avoir tous mes points, parce que je me suis fait flasher ces petits derniers temps, mais ça va remonter à plus d'1 an. Et je pense que j'ai récupéré tous mes points. Et quand je suis en France, je roule en scooter. Paris, je suis plutôt respectueux des lois en moto. Donc j'ai pas l'occasion de me faire piquer mes points comme je le faisais avant, la vérité. Ici, on a aussi un système de points en Israël. Et là, pour le coup, j'aime un petit peu moins, quand même. Parce que la moto, ça roule parfois un petit peu trop vite. Voilà. Mais je suis encore bien. Voilà. Et je suis toujours respectueux au maximum des lois. Maintenant, tu sais, quand tu as un boulevard qui était sur une autoroute et que tu as une belle moto, c'est difficile de ne pas se faire plaisir, la vérité. Voilà. Si tu devais retenir qu'une citation, ce serait laquelle ? Allez, je vais t'en donner 2. Moi, j'aime bien celle de Marc Aurèle qui dit « Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse d'en faire la différence. » Voilà. Ça, c'est pour moi très important parce que bon, il y a des choses que tu peux pas changer, vas-y, lâche-la faire, arrête. Mais fais-en la différence, qu'il y a toujours des gens qui s'acharnent toute une vie sur des choses qui peuvent pas changer. Voilà, tu peux dire tout ce que tu veux, ton processus de vieillissement, même si tu peux faire attention à la façon dont tu vas vieillir et puis rester en pleine forme, mais tu es dans un processus de vieillissement, ça tu peux pas le changer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut l'accepter, il faut avoir la sagesse de le faire. Sinon, tu te transformes vite dans la galerie des monstres, là, avec les tirages de partout, et c'est plus ok. La deuxième, c'est celle que j'ai choisie pour mon école. L'homme de bien n'exige pas de l'autre qu'il soit parfait, il l'aide à accomplir ce qu'il a en lui de meilleur. C'est de là au-dessus. L'homme de bien n'exige pas de l'autre qu'il soit parfait, il l'aide à accomplir ce qu'il a en lui de meilleur. Parce que pour moi, je trouve que c'est la meilleure définition de ce que nous devons être avec les autres êtres humains en tant qu'éducateur, quel que soit, en tant que parent, en tant que professeur, en tant qu'élève, et en tant que coach aussi. Donc c'est une super définition pour le coaching. Qu'est-ce qu'il te manque le plus en Israël ? Bah écoute, pas grand-chose, parce que la vérité, d'abord, la communauté française est très importante ici. Donc la communauté française, elle a apporté tout ce qu'on avait aussi de Paris. On a de très bonnes boulangeries maintenant ici. Il n'y a pas grand-chose qui me manque, à part peut-être si. Il y a un truc qui me manque, c'est parfois, alors curieusement, il y a ici une petite ambivalence, c'est que tu es dans un des pays où la technologie est la plus avancée au monde, mais mes produits technologiques, je les achète souvent en France quand je fais mes allers-retours, parce que c'est plus facile à avoir, parce que sinon ici c'est très long, les taxes sont très chères, et ça me manque. Ça me manque un petit peu plus, mais franchement, à part ça, il n'y a rien qui me manque. Vraiment pas. Et en tout cas, il y a plein de choses que j'aime ici et que j'aurais plus jamais en France. Ici, par exemple, la sécurité dans la rue, vous savez, ici, vous pouvez avoir une jolie montre, vous promenez, on va pas vous l'arracher. Au contraire, on va venir vous dire qu'elle est très belle. Moi, par exemple, j'ai une grosse moto. Il n'y a pas beaucoup de motos comme ça ici. Je pense qu'on est 2 à avoir cette moto en Israël. Tous les jours, on me fait que des bénédictions, quoi. Il n'y en a pas un qui est jaloux. Je peux la laisser n'importe où, personne ne me la rayera. Cette même moto en France, je me la fais déchiqueter, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Ça me manque pas du tout. Voilà.
Donc, soyons clairs que je suis très heureux ici. Voilà. Est-ce que maintenant on te reconnaît dans la rue? Parfois. Parfois ça m'arrive, souvent ça me gêne, mais plus en France qu'en Israël, ça c'est certain. Mais et plus à Paris qu'ailleurs, mais sinon ça va, je suis pas non plus une star interplanétaire, quoi. Voilà. On me reconnaissait plus avant quand j'étais sur les émissions de télé. Ça c'était assez fréquent. Et ça me dérange pas de pas être reconnu. Voilà, ça me va très bien, en vrai. Parce que ça m'attire pas plus que ça d'être reconnu partout. Voilà. Donc ça me va de pas être reconnu. Ton style de musique. Alors je jette un petit coup d'œil vers ma femme parce que si t'écoutes ma femme, j'ai un cancer du goût au niveau musical. Alors d'abord, moi j'aime toutes les musiques. Vraiment toutes. J'ai un petit fait pour les musiques de mon enfance. 80, 90, il y avait des belles choses. J'aime bien la Motown. J'aime bien la musique techno. J'aime vraiment toutes les musiques. Et toutes les musiques, j'aime tout. Franchement, j'aime tout. J'ai pas un style de musique en particulier. J'aime la country aussi. J'aime bien la country parce qu'en fait, la country, elle raconte des histoires. Et j'aime les chansons qui racontent des histoires. Et la country, musique, ça raconte toujours des histoires vraiment intéressantes sur les hommes, le courage, tout ça. Voilà, quand tu écoutes les paroles, elles sont intéressantes. J'aime aussi la musique classique. J'adore Handel. J'aime beaucoup Beethoven. Voilà. Crois-tu en Dieu et à la vie après la mort? C'est rigolo parce qu'un jour, quand j'étais à Casablanca, d'abord, j'ai été accueilli par le peuple marocain comme rarement j'ai été accueilli dans toute ma vie. Et franchement, ils n'ont pas usurpé leur réputation parce que s'il y a des personnes qui savent accueillir avec le cœur, c'est vraiment les Marocains. Et je ne me cache jamais de ma judaïcité. Et j'avais donné une conférence là-bas, c'était avant qu'on crée notre école à Casablanca à l'époque. Et je leur dis, voilà, écoutez, juste, je suis juif, si ça vous dérange, je peux comprendre que vous sortiez de la salle. Personne n'est sorti. Tout le monde m'a profondément respecté. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je trouve que j'ai un soutien et des messages d'amour de la communauté musulmane qui est très forte. Et je trouve ça chouette. Voilà. En même temps, dans mes formations ou dans mes conférences, je respecte toujours toutes les confessions religieuses. Et pour moi, c'est important d'être heureux dans sa religion. Voilà, quelle qu'elle soit. Choisis la tienne. À partir du moment où elle t'offre du bonheur et qu'elle te rend plus heureux. Donc, pour en revenir au Maroc et à Casablanca, ils m'ont posé la question, c'est est-ce que tu crois en Dieu? Et je dis non, je suis pas un croyant, je suis un sachant. C'est-à-dire que j'en suis pas à croire au niveau de croire que Dieu existe. Je sais que Dieu existe à travers les expériences de vie que j'ai eues. Donc la question est-ce que je crois en Dieu, c'est non, je crois pas en Dieu, je sais que Dieu existe. Voilà, et donc c'est un niveau de croyance qui est plus élevé. Est-ce que je crois à la vie après la mort? Oui, absolument. J'ai aussi grandi dans une communauté, près d'une communauté asiatique, et j'ai vu des choses assez hallucinantes dans ce domaine pour comprendre qu'il y a une vie après la mort. Voilà. Une phobie particulière, ouais, je suis phobique aux cons. Voilà, vraiment les gens qui sont bêtes. J'ai développé une espèce de phobie. C'est-à-dire que je les évite, je les vois de loin maintenant et je les évite. Avant, je savais pas les voir ou les repérer, et ils me dérangeaient pas tant que ça. Avec l'âge, la sagesse, peut-être que j'ai un manque de patience, j'en sais rien. Mais les gens pas développés... Alors, tu peux être pas développé, mais avoir un fond gentil, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ok. Pour moi, c'est ok. Mais les pas développés avec un fond méchant, dégage, quoi. Ça, c'est pas pour moi. Sinon, j'ai pas de phobie particulière. Voilà. Voilà pour les petites questions du jour, mes petits chouchous. Si vous avez d'autres questions, vous savez quoi, vous me les posez dans les commentaires. Et régulièrement, je ferai des petites FAQ. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de choses, que je réponde à vos questions comme ça. En tout cas, merci de m'avoir posé des questions, ça me fait toujours plaisir. C'est toujours plaisir un petit peu parler de soi, peut-être un petit peu d'ego derrière, mais
ça fait toujours plaisir. Mais sachez qu'une fois encore, je vous aime, vous faites vraiment partie de ma vie et que je suis très fier d'avoir 300 000 personnes qui abondent dans ma vision du monde et qui partagent avec moi cette vision du monde qu'on peut être des gens meilleurs et faire du bien autour de nous. Je vous aime, je vous retrouve sur plein de nouvelles vidéos. J'ai plein de choses à partager avec vous. À très bientôt.